Bienvenue sur mon podcast « L'école de la vie » qui me permettra de vous partager mes expériences vécues comme éducatrice spécialisée depuis l'an 2000 dans le milieu scolaire. Ce podcast s'adresse à tous les intervenants et l'humain en général qui souhaitent mettre la lumière sur la beauté et la force de la jeunesse. Mon nom est Laurie Joseph, éducatrice spécialisée et coach en programmation neurolinguistique à mon compte depuis 2014. Toujours en train d'actualiser mes connaissances et utilisant des approches innovantes qui incluent neurosciences et PNL, je souhaite ici te partager des expériences significatives de mon parcours pour t'aider toi aussi à mettre l'accent sur la beauté et l'apprentissage que l'on peut faire en contact avec les plus petits que soi. Je t'invite à écouter toutes les péripéties de mon quotidien. Ma mission de vie est de te transmettre avec cœur et bienveillance ma passion qui est d'accompagner les enfants à grandir en sécurité émotive et affective. Si tu souhaites comme moi mieux comprendre notre rôle, les défis et les enjeux de notre société, nous continuerons d'évoluer ensemble ici et maintenant. Le 24 octobre 2022, je vivais un drame, en fait. Le système scolaire vivait un drame. Cette journée-là, il y a quelqu'un qui souffre de maladie mentale, en fait, qui est entré dans une école pour attenter à la vie de collègues. Il faut savoir que cette personne qui a été accusée est une élève dont j'ai pris soin quand elle était petite, 3e, 4e, 5e et 6e année. Et tu étais toujours en poste à ce moment-là, donc tu as aussi connu cette personne-là. Oui. Et je t'ai invitée, Sophie, aujourd'hui parce que déjà, c'est un sujet qui est extrêmement touchant, qui est extrêmement chargé émotivement, mais qui m'a amenée à faire un filon de pensée avec plein d'événements que l'on a vécu aussi par la suite. Si moi, je t'ai aidée par moments, sache que tu as été extrêmement présente et aidante aussi pour moi. Parce que ça va faire maintenant 1 an là, que je transige dans le milieu juridique, tu sais, le tribunal versus le milieu scolaire par rapport à cet événement-là, où j'ai dû prendre soin de moi, aussi de ma sécurité. Quand on arrive dans le réseau scolaire, on pense jamais qu'on va vivre des choses comme ça, puis c'est pas l'intention qu'on a à ce moment-là, c'est surtout pas de vivre des drames à ce niveau-là. Non, puis tu dis dans le système de scolaire, mais c'est un attentat à toi, tu sais, dans le fond. Contre moi, c'est ça. Contre toi, donc ça pourrait être dans n'importe quel domaine. Effectivement. Puis c'est là qu'on voit, tu sais, moi je parle beaucoup des enjeux de société aussi parce que nous, on prépare un peu les grands de demain. Quand on travaille dans le milieu scolaire, on agit beaucoup aussi en prévention avec les enfants parce qu'on les voit au quotidien. Tu te rappelles quand je te présentais dans notre émission précédente, je disais comme j'aimais ton énergie, ton accueil, la façon dont tu t'adresses aux enfants, le savoir-être. Tu sais, le savoir, c'est une chose, le savoir-faire en est une autre, mais le savoir-être ne s'apprend pas dans les livres. Non, c'est pas tout le monde qui a ça, le savoir. Ben, selon ma perception, ça, comme tu dis, ça s'apprend pas. On peut le développer avec tu sais, il y a beaucoup de développement personnel maintenant qui existe. On peut choisir de travailler sur nous et d'améliorer nos réactions, notre gestion des émotions. Mais une chose est sûre, il y en a des fois qui l'ont d'emblée aussi. Je pense que naturellement, on a toute une personnalité aussi avec notre propre couleur. Tu sais, je vais reparler tout à l'heure de cet événement-là, puis de qu'est-ce que ça a suscité et qu'est-ce que ça a dû provoquer dans ma vie au quotidien. Mais j'ai le goût aussi de faire une mini-parenthèse sur... tu sais, on parle de prévention, de travailler avec les enfants, d'être observateur de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et la première personne que les enfants voient dans une école, c'est toujours bien la secrétaire. Ben oui, la meilleure. Parle-moi un petit peu de comment tu prenais pour accueillir les enfants, puis être aussi proche d'eux, parce que moi, c'est ça que je me rappelle. Bien, d'abord, je les endoctrinais. Non, mais honnêtement, à tous les jours, je faisais des messages à l'intercom et je me nommais comme étant la meilleure secrétaire. Donc, ils ont comme acheté ça, eux autres, que j'étais la meilleure secrétaire. Et ils m'aimaient tellement...
surtout dans les premières années, là, je dirais, là, quand j'ai commencé à travailler à cette école-là, là, il y avait des fils pour venir me faire des câlins à la récréation. Il y a des élèves qui se cachaient dans les casiers pour venir dessiner à mon bureau. Quand tu passais dans le corridor. Ah oui, hein, il Salut, venait. Madame Sophie! Salut, Madame Sophie! La meilleure secrétaire, je recevais des courriers du cœur. Oui. Beaucoup de courriers du cœur qui me disaient qu'ils m'aimaient, puis... Moi, il faut savoir que mes enfants, mes garçons-filles sont allés à cette école et ils appellent Sophie la meilleure secrétaire. Ouais. Hein? Fait que j'ai comme j'ai fait acheter ça aux enfants. Absolument. Autant aux enfants qu'aux parents, je pense, parce que la relation que j'avais avec les enfants était extraordinaire, mais je l'avais aussi avec les parents. Tu sais, je m'assurais tout le temps que les parents, ils étaient bien, tu sais. Oui. Puis j'ai créé des relations avec ces parents-là. J'ai des parents qui m'ont marqué pour le restant de ma vie, tu sais. Et je pense que tu as marqué des parents pour le restant de leur vie également. Parce que y a autant l'événement que tu as vécu, le décès de Nathan, a suscité dans la communauté vraiment beaucoup de support. J'ai même eu un parent qui m'avait dit qu'elle allait me payer un voyage dans le sud avec mon enfant. Un parent... Qui voulait juste te faire du bien. Oui! C'était pas ma famille, c'était pas mon ami, c'était vraiment un parent que j'avais marqué, qui m'avait offert ça, tu sais. Je me rappelle j'ai refusé, évidemment, parce que... Mais c'était pas... Le moment était pas... C'était pas l'idéal, Nathan, il était très malade, non, c'est ça. C'était pas possible, mais effectivement, ces parents-là voulaient de plein de manières, que ce soit de te donner leur support, te dire qu'ils étaient derrière toi et avec toi. Oui. Ce qui est extrêmement touchant parce que quand on dit qu'on développe une communauté, ça prend un village pour élever un enfant, qu'on va créer aussi ce filet de sécurité-là avec les enfants, que ce soit au niveau de développer la santé mentale positivement, que ce soit d'encourager les enfants à venir chercher de l'aide, à créer à parler. Oui. À parler. Créer des liens significatifs. Oui. Moi, je me rappelle parce que j'ai travaillé dans la même école aussi en adaptation scolaire, nos élèves en troubles de comportement. Ah, que je les ai aimés. Ben effectivement, on avait une petite attache pour les petits bums. Oui. Non, mais il y a quelque chose de l'ordre de prendre soin des élèves les plus vulnérables. Oui. Puis je me rappelle que il y a eu des enfants qui avaient de la difficulté à créer des liens, puis avec moi, il y avait des liens, puis je leur disais même, « Hey, si ça va pas bien, là, même si ça fait pas partie de ma tâche, je suis disponible pour toi. Je suis disponible pour t'écouter. Comme on se parlait tantôt, là, hors cam, je jouais aux échecs avec un enfant parce que son parent l'oubliait tout le temps. À la fin de mon chiffre, à 4 heures, j'allais au service de garde, je sortais le jeu d'échecs et je jouais aux échecs jusqu'à temps que son père arrive. J'imagine que ça l'a marqué, ou peut-être pas, mais moi, ça m'a marqué. Ces petits moments-là qui faisaient pas nécessairement partie de ma tâche, mais qui ont fait la différence. Sortir du cadre. Je pense qu'aussi, c'est ça qui a fait qu'on est devenus si bonnes amies aussi à l'extérieur. C'est que on s'est toujours permis, encore une fois, pas parce que c'est notre description de tâche, pas parce qu'on va être payé pour le faire. C'est vraiment la valeur du cœur, la valeur de la bienveillance, la valeur aussi du don de soi, à quelque part. Là. Il y a quelque chose de mission un peu là-dedans, plus grand que soi, là, tu sais, plus que être secrétaire d'école. Je me rappelle aussi... Il y a un moment où tu devais prendre soin des élèves en attendant que leurs parents arrivent ou en suspension qu'on appelle interne là, dans le domaine, là, où des fois les élèves venaient s'asseoir à ton bureau puis tu devais opérer une certaine surveillance quand les éducateurs et éducatrices spécialisés étaient sur le plancher, avaient d'autres élèves à s'occuper pour quelques minutes ou heures. Puis tu devais prendre soin de ces élèves-là. Avec aucune formation... tu sais, une polyvalence, là, tu sais, moi, là, je tape des lettres. Tu sais, moi, j'ai aucune... Je fais des entêtes. J'ai mon cours de gardien averti, tu sais. Absolument. Mais on me faisait tellement confiance. Je pense que la confiance était là et que j'avais des élèves qui avaient des gros troubles de comportement, tu sais, il faut quand même le dire. Mais... j'étais là pareil, malgré tout, malgré la charge de travail que j'avais, ça me faisait plaisir d'accueillir ces élèves-là. Et d'ailleurs, plusieurs années plus tard, il y en a un qui était revenu, puis c'était moi qui venais me voir parce qu'il m'avait dit « Tu m'aidais à faire mes devoirs. » C'était clairement pas dans ma tâche, là, et sûrement que faudrait pas le dire trop fort parce que... Mais...
c'est grand. Il est revenu pour moi, puis je me rappelle, il était dans une école spécialisée, puis notre ancien directeur, il m'avait appelé, puis il m'avait dit « Il a besoin de retrouver ses racines, c'est pour ça qu'il est venu te voir. » Mm-hmm. Oui, je me rappelle de ça. Puis je me rappelle aussi du moment où il y avait un autre élève qui était rendu maintenant au cégep. Je sais pas si tu te souviens, puis il avait cogné à notre porte, puis il voulait venir voir aussi des anciens enseignants. Mais quand il croisait, tu sais, la surprise qu'ils ont, parce que des fois, ils nous voient que dans le contexte d'école, là, tu sais, on pourrait même parler aussi quand ils nous croisent à l'épicerie. Oui. Qu'ils sont donc surpris. Ils pensent qu'on dort à l'école. On n'a pas de vie. Surtout les plus petits. Oui. Puis de ne pas sous-estimer l'impact qu'on a sur eux, puis de penser, il y a des élèves parfois que j'avais pas l'impression que j'avais un lien plus significatif qu'un autre. Cependant, c'est des élèves souvent qui m'ont fait remarquer à quel point j'avais été importante. Ouais. Puis ça, je pense que tu l'as vécu aussi. Oui, puis je me rappelle, il y avait un petit garçon que je parlais pas. Je me rappelle pas d'avoir eu un lien vraiment, mais il m'avait écrit une lettre à la Saint-Valentin, puis même sa mère m'avait appelé pour me dire t'as vraiment une énergie il m'en parle, tu sais, puis je suis comme ah ouais, tu sais. Puis je veux en venir, ça, c'est qu'on parlait de l'influence ou de l'importance qu'on a de quelqu'un, puis on s'en rend pas compte, tu sais. Ce qu'on se disait tantôt aussi hors caméra. Exactement. Que t'as pas l'impression d'aider la personne, et au contraire, tu sais, tu l'aides. Ben, je veux justement, oui, effectivement, on se parlait dans le contexte où j'ai eu à faire face, en fait, à la portion tribunal, puis à la portion aussi santé mentale, parce que comme on disait, moi, je l'ai vécu plus personnellement, où ma sœur a souffert de maladie mentale et elle a dû recevoir des soins. En fait, on a dû chercher cogner à plusieurs portes, puis on a fait affaire, il y a 20 ans de ça, 18 ans, un peu aux portes tournantes du système où on cognait à plusieurs portes pour avoir de l'aide, pour être capable d'être entendu, mais la psychiatrie versus la maladie mentale et le système de santé, j'ai peine à remarquer que 20 ans plus tard, 18 ans plus tard, avec ce qu'on vit en ce moment... Avec le système de justice aussi. En lien avec le système de justice, où il y a un peu des vases clos aussi, où ça communique pas vraiment, que c'est idem, qu'on n'a pas tant évolué à ce niveau-là. Comment on fait pour supporter les personnes? Tu sais, nous, on travaille en prévention dans les écoles, puis on a la chance d'avoir tout un système à la portée quand les enfants sont plus jeunes, où on peut cibler certains comportements, cibler aussi certains symptômes pour devenir en prévention, tandis que quand la personne souffre vraiment ou développe, souvent ça se passe vers l'adolescence et l'âge adulte, souvent on voit apparaître en fait là, les symptômes plus clairement. Puis là, c'est là où je me dis, on est encore à la même place qu'il y a 18 ans. Moi, je vis beaucoup d'impuissance quand je suis confrontée à ça, et encore à ce jour, parce que, je te donne un exemple, là, je vais devoir, dans les prochains mois, dans les prochaines années, quand même assurer à certains niveaux ma sécurité, sans savoir si l'accusé, entre autres, va recevoir les soins qu'il a besoin, besoin, parce que là, il y a eu une dysphorie de genre qui a été diagnostiquée, donc un changement de sexe. Mais il y a une partie où je reste très, très perplexe à savoir, est-ce qu'on va être en mesure d'offrir les soins nécessaires à cette personne-là? Ouais. Puis je pense que tu l'as vécu aussi. Rappelle-toi, on avait vécu une certaine surprise de se rendre compte que même pour le deuil infantile, au niveau du CLSC, parce que les gens nous réfèrent énormément au CLSC, les gens n'étaient pas tant outillés. Ben moi j'ai été suivie à Sainte-Justine, là, dans le fond, mon phare, là, c'est Sainte-Justine. Si j'avais des questions, j'envoyais un courriel à l'infirmière pivot et elle me répondait tout de suite, mais c'est ça. Pour Nathan, tu sais, moi, dans les derniers 1000, j'avais besoin d'une aide psychosociale d'urgence. C'est-à-dire que j'avais une travailleuse sociale qui m'aidait aux 2 semaines avec un suivi, une thérapie, mais j'avais besoin... Quand j'étais sur le bord de craquer, j'avais besoin que quelqu'un m'écoute, quelqu'un m'aide. Et quand quand j'ai fait la demande au CLSC, ils m'ont dit qu'ils n'offraient pas ce service-là, malheureusement, et qu'ils ne savaient pas tant où me mettre.
Oui, c'est comme des zones grises dans notre système de santé et juridique qui font que lorsque ça atteint justement toutes l'aide ponctuelle dans un moment de vie où souvent on Mais c'est ça qui est le plus important. Oui. C'est l'aide ponctuelle, là, l'aide d'urgence. Là, on est sur le bord du gouffre. Là. J'ai besoin que quelqu'un vienne me prendre la main et qu'il me sorte du gouffre. Exactement. Parce que, tu sais, là, il y a des gens qui vont peut-être référer aux articles de journaux pour aller voir plus de détails sur l'événement qui s'est passé le 24 octobre 2022. Mais une chose est sûre, la personne était en détresse et elle réclamait de l'aide. Oui, ça faisait un bout, là. Exactement. Puis moi, je ne peux pas faire autrement que de retenir ça parce que dans mon histoire, c'est ce que je connais de la société, des enjeux de société, comment on fait pour prendre soin de nos personnes vulnérables. Ouais. Il y avait même un article qui est sorti récemment. Moi, j'écoute beaucoup Sur le bord des lignes. Sur le bord de la ligne avec Annie? Exactement. Oui. Sur le bord de la ligne avec Annie qui parle de l'itinérance. Ouais. Puis les statistiques sont fulgurantes par rapport à la santé mentale et aux gens qui vivent de l'itinérance en ce moment, toujours dans le but de constater qu'il n'y a pas de support qui est offert dans le milieu. Non, c'est ça. Fait que c'est quand même digne de mention quand on y pense que c'est de plus en plus criant, puis je pense pas que ça va aller en diminuant non plus. Non. Puis surtout là, avec la récession qui s'en vient. La récession, la COVID qui a... Les attentes. Exactement. On ramasse encore beaucoup, moi, je pense, de conséquences des confinements qu'on a vécus, des gens qui sont décédés à peu près seuls, nos personnes aînées, qu'on n'a pas pu prendre soin adéquatement. Il est resté des séquelles de tout ça. Ouais. Alors moi, je m'attends à, dans les prochaines années, les prochains... 10 ans, là, je dirais, là, mais tu sais, ça peut aller même plus loin que ça, de vivre encore les conséquences de ça. Ah oui, je suis persuadée qu'il va y avoir... ça va être long, là. Tu sais, c'est comme un traumatisme là, que tout le monde a eu. Exactement. Puis pour pas tomber dans le désespoir, je pense que nous, on se nourrit beaucoup justement de croissance personnelle, de choses qui nous font du bien. Puis il y avait quelque chose que t'as attiré mon attention il y a quelques semaines sur un documentaire qui passe à Netflix. Ah oui, ça s'appelle La méthode Stotz avec l'acteur Jonah Hill. C'est une référence, si jamais vous avez du temps. C'est extraordinaire, ce documentaire-là. Je l'avais référé à Laurie, puis j'y ai tapé sa tête. Va l'écouter. Oui. C'est tellement bon, c'est tellement vrai. Bien, effectivement, il y avait 3 choses, je pense, qu'on a retenues qui faisaient vraiment l'unanimité, je pense, et pour toi et pour moi. C'était la partie où... Pour mettons, une dépression. Oui. Par rapport à une dépression. Comme tu parles, la force vitale, là, c'était... Oui. Oui, c'est ça, vas-y. Absolument. Ben non, je te laissais y aller. En fait, ce qu'il disait, en fait, la méthode Stotz, c'est un psychiatre, là, dans le fond, qui refuse de rester sur la ligne d'un psychiatre, là. C'est-à-dire qu'il... Il sort du cadre. Il sort du cadre et il donne son opinion, il donne des outils. Il est vraiment très... dans le conseil. Oui, très, 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 très dans le conseil parce que souvent... Tout ce qu'on ne faut pas faire habituellement en relation d'aide. Non. Lui, il a choisi qu'il passait la ligne et qu'il allait vers ça. Ouais. Puis les psychiatres, d'habitude, c'est, tu sais, mettons, comment tu te sens par rapport à ça. Lui, il est comme, OK, tu te sens par rapport à ça, c'est beau, ben, gars, c'est ça, faut que tu fasses, tu sais. Ouais. Puis il disait, pour se sortir d'une dépression, ça veut pas dire que la personne va guérir demain, tu sais. Mais il disait que la force vitale, c'était le corps, les autres, puis il m'en manque un. Ah, écrire. Le self, je me rappelle plus, c'est en anglais. Là, anglais. Mais une chose, oui, il y avait ça, puis de ne pas sous-estimer les petits pas. Il y avait tout un espace aussi où, quand tu fais un collier de perles, c'est une perle à la fois, puis chaque perle a son importance. Ce qui m'amène à dire que tu m'avais déjà dit aussi, si aujourd'hui j'ai fait mon lit, j'ai accompli quelque chose. Oui. Fait que ça, c'est des choses qu'on se rapporte beaucoup. Puis, il y a une décision aussi, je trouve, là-dedans. Encore une fois, on en parlait dans le podcast juste avant, mais il y a une partie où il y a des gens... Tu as le choix. Oui. Tu as le choix de décider de t'en sortir ou pas. Tu as le choix de t'entourer des personnes que tu désires, puis tu as le choix d'interpréter aussi certaines situations avec tes filtres, mais tu as une décision à prendre aussi. Est-ce que tu vas t'en servir pour rebondir, pour la résilience, ou tu vas t'en servir pour te victimiser, tu sais, au niveau du discours interne aussi, ce qu'on s'adresse à l'intérieur de soi. Exact. Puis,
Puis je voulais rajouter aussi une autre référence. Vas-y. Guillaume Dulude, il y a les 7 points cardinaux de Guillaume Dulude. Si vous avez la chance de vous abonner, c'est des vidéos, des capsules. Il disait que dans l'impuissance, c'est tellement grand qu'on sait plus, c'est la plus grande souffrance, l'impuissance. Mm-hmm. Et de trouver la chose sur laquelle on a du contrôle. Puis quand tu disais, aujourd'hui, j'ai fait mon lit, moi, j'ai pas de contrôle sur rien. J'ai pas de contrôle sur la maladie de mon enfant. J'ai pas de contrôle sur s'il va mourir ou s'il va vivre, les traitements, tout ça. Mais par exemple, j'ai le contrôle sur « Hey, je vais faire mon lit ce matin. » Puis le cerveau ne fait pas la différence entre un gros contrôle ou un petit contrôle. C'est ce qu'il expliquait Guillaume Dulude, là, tu sais. Pour sortir du désespoir. Lui, s'il a eu l'impression d'avoir eu du contrôle et du pouvoir, il a l'impression qu'il est en fonction. Oui, c'est ça. Fait que faire son lit, là, c'est un excellent truc si jamais quelqu'un... Oui, c'est des détails, mais tu sais, on se dit, oh mon Dieu, quand on l'interprète dans quelque chose de plus grand que soi. Ouais. Puis, en parlant de choses plus grandes que soi, il y a un jour, Nathan était encore avec nous. Tu étais venu dîner. Un dîner. C'était difficile. Tu étais venu passer du temps avec moi, puis tu m'avais dit, tu sais, Laurie... Parce que toi, tu te questionnais. Oui. Tu te questionnais beaucoup parce que tu avais peur de la façon que j'étais. Ben, premièrement, je dormais plus, je mangeais plus, j'étais complètement impuissante. Vraiment dans un creux. Dans un creux, quand est-ce que ça va arrêter, mais d'un autre côté, je veux pas que ça arrête. Oui. Dans un marathon sans fin que... Vouloir dormir, mais si je dors, ça veut dire que Nathan n'est plus là. C'est ça, exact. Fait que c'était vraiment, vraiment deux pôles. Tu sais, quand on parle il y avait vraiment deux extrêmes à cette histoire-là. Puis, c'est vrai, je vivais de l'inquiétude à ce moment-là. Puis, comme on est extrêmement transparente, je t'avais nommé mes craintes. Et puis, ce dîner-là, tu étais venu manger avec moi et tu m'avais dit, j'ai pris la décision que si Nathan décède, moi, je vais continuer à vivre parce que, comme n'importe qui, quand on a un enfant malade et qu'on nous apprend qu'il va mourir, le premier réflexe ou la première chose qu'on se dit, c'est « Je ne survivrai jamais à la perte de mon enfant, alors pourquoi continuer? Pourquoi on n'a plus de raison là, de vivre? » là, tu sais, puis surtout, moi, dans ma situation, j'avais perdu mes 2 parents. Puis là, j'accompagnais mon fils vers le chemin de la mort. Et j'avais dit à Laurie, j'ai pris la décision de ne pas m'enlever la vie parce que je ne voudrais pas que tu le revives une 2e fois. Parce que je sais que ça fait mal. Puis, on avait beaucoup pleuré, hein? On avait pleuré Moi, je pleurais probablement de joie parce qu'il y avait une partie de moi qui disait « Si je suis assez importante pour que tu continues à vivre malgré la perte de ton enfant, ça veut dire qu'on compte. » Tu comptes pour moi, oui. Puis, d'entendre que tu choisissais la vie. Puis c'est dur de le dire parce que toi, tu étais prête à l'entendre. Oui, moi, j'étais prête à toute éventualité. Tu m'avais même dit « Si tu choisis de t'enlever la vie. » Tu sais, c'est raide, là. Là, on parle de choses très, très difficiles à dire. Laurie m'avait dit, si tu choisis de t'enlever la vie, je vais accepter ta décision, mais je veux quand même être au courant, tu sais. Parce que toi, ce que t'avais beaucoup de difficultés, mettons, avec Jessica, c'est qu'elle est partie seule, sans... Oui, il y avait une partie où, tu sais, je me disais, si c'est vers ça que tu t'en vas, tu sais... passe pas au travers. Je vais t'aider. On passe toujours au travers toute seule. Non, c'est ça, on passe toujours au travers toute seule. Mais il y avait une partie où, tu sais, si c'est ce que tu choisis, tu sais, c'est ça. Je vais essayer de t'aider jusqu'au bout, puis si je vois que je peux pas t'aider, ben je vais accepter ta décision, puis c'était bien... Ben, c'était quelque chose de l'ordre du respect, mais c'est sûr que c'est pas ce que je souhaitais. Ben non, c'est sûr. Puis il y a toute une partie où quand tu m'as comme annoncé ça, encore, tu sais, sur le coup, il y a quand même une partie de moi qui disait, tu sais, aujourd'hui, c'est comme ça, demain, on le sait pas. Mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect et d'amour, là, vraiment, de dire, OK, on choisit la vie, tu sais.
Puis j'ai pas pu en parler avec beaucoup de monde. Non, de ça. c'est des choses qui sont tabous. Puis c'est tout un processus qui se fait probablement à l'interne pour plein de personnes. Oui. Oui, je sais pas si tu te rappelles, il y avait quelqu'un qui t'avait écrit puis qui t'avait dit « Je suis vraiment inquiète ». Oui. Puis moi, je l'avais confronté, cette personne-là, puis j'avais dit « T'es inquiète de quoi? T'es-tu inquiète que je m'enlève la vie? C'est-tu ça que t'es inquiète? Ben si t'es inquiète, pose-moi la question. » Tu sais, des fois, on a peur, tu sais, de questionner les gens par rapport à ça, mais je pense que c'est la première question à une aide, là, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais... Pour pouvoir aider, faut pas avoir peur des tabous. Non. Faut se permettre de plonger la tête la première, ça veut dire, tu sais, d'aller vraiment au fond des choses. Puis, quand on s'est dit tout à l'heure, tu sais, des fois, il faut avoir peur de rien, tu sais, dans le sens que faut être prête à l'entendre. Par contre, tu sais, il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils ne le demandent pas parce qu'ils n'ont pas cette empathie-là, mais parce qu'ils savent pas quoi faire avec la réponse. Tu sais, si c'est oui la réponse, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les étapes? C'est quoi qui... Tu sais, d'ailleurs, on se disait dans le podcast, il va sûrement y avoir des références d'aide aussi, tu sais, pour s'il y a des gens qui écoutent en ce moment, qui vivent des situations comme ça. On n'est pas à l'abri de ça. Non. Puis comme tu disais à l'autre podcast, tout passe. Oui. Tu sais, moi, j'ai une peine incommensurable pour la perte de mon enfant. Je pense pas qu'un jour on accepte la perte d'un enfant. C'est tellement la chose la plus difficile. On vit avec. Mais on vit avec l'ennui, on vit avec la peine. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, ça se transforme. J'ai espoir, je le souhaite, mais j'ai des témoignages qui me le confirment qu'à un moment donné, tu sais, tu me l'as dit, ta mère l'a dit aussi, c'est qu'à un moment donné, ta peine change, ta peine, c'est ça. Ça évolue. Oui, c'est ça. Tout est éphémère, dans le fond. Exact. Tout. Fait que faut se rattacher. Puis non, c'est pas facile. Puis il faut faire le choix tous les jours. Les petits pas, les petites perles au collier. Ouais. Alors, sur ça, dans le fond, je te remercie encore une fois de cette authenticité-là. Et puis en passant, tu dis que je t'ai aidé, mais tu m'as tellement aidé. On s'est aidé, on s'est auto-aidé. On s'est entraidé vraiment. Je pense qu'on s'est donné cette confiance-là nécessaire pour être capable d'évoluer dans des situations hors du commun. Oui. Encore une fois, je veux te remercier d'avoir accepté d'ouvrir sur ces sujets-là qui sont des fois tellement chargés. Très difficile, oui. Mais il faut en parler. Moi aussi, je t'aime. T'es motivée. On se le dit à tous les jours. Oui. C'est important de le dire. Hein? Absolument. Il faut se le dire, il faut se le rappeler, même si on pense que l'autre le sait. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Si tu as apprécié écouter ce contenu et si tu juges que cela peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner.